Merci de m'accueillir déjà et de m'avoir proposé de venir parler un petit peu de... Alors, j'avoue que je n'ai pas du tout pensé à parler d'éducation. Je suis vraiment arrivé plutôt dans la démarche du marketeur au départ, parce que dans le discours populaire, le marketing, il renvoie souvent à la manipulation. Alors, on va souvent associer le marketing à l'action de nous vendre un peu tout et n'importe quoi. Et ce serait mentir si je vous disais que ce n'était jamais le cas, évidemment. Mais ce n'est pas la finalité théorique. Juste pour vous parler un petit peu, pour vous expliquer un peu le cheminement que j'avais, je vais vous parler juste un petit peu de moi et de ce que j'ai pu faire, comme ça vous allez avoir une idée. Donc je suis officiellement je suis docteur en comportement du consommateur. Donc moi je m'intéresse aux mécanismes psycho dans votre tête qui vont faire que oui ou non il y a un produit que vous allez aimer, un service que vous allez apprécier ou pas. Et je m'intéresse aussi beaucoup à la psychosociale, c'est-à-dire la réaction que vous allez avoir par rapport aux autres. Et ça, c'est énormément utilisé en marketing parce que beaucoup d'achats et de possessions qu'on va avoir en marketing aujourd'hui sont faites dans une logique de représentation sociale. Donc, je m'intéresse un peu à tout ça. Et sur les secteurs qui m'intéressent le plus, alors, vu que les sujets sont assez sérieux, je m'intéresse qu'à des secteurs qui sont beaucoup moins, que je pensais beaucoup moins sérieux avant de me plonger dedans, mais qui sont beaucoup trop sérieux pour moi, qui sont le sport. Donc, je m'intéresse énormément au marketing sportif et à ce qui se passe dans le sport. Et le jeu vidéo, et pour le coup... le e-sport. L'e-sport, exactement, voilà, je travaille sur ça. Donc voilà, mais au départ, je voulais juste revenir un peu sur ça, c'est parce que les exemples que je vais vous introduire viennent notamment du monde sportif, viennent de pas mal de ces choses-là, donc voilà, ça permettait juste un peu de poser le contexte. Donc juste au tout départ, donc pour vous parler de marketing et pour l'associer vraiment à ce qu'on a dit tout à l'heure sur la manipulation. Le marketing au départ, alors comment est-ce qu'on est censé le définir? Parce que pour beaucoup de gens, le marketing c'est juste l'action de vendre. C'est pas que, moi je suis un marketeur, je passe ma vie à collecter de la donnée et je dis plutôt aux entreprises, les gens, c'est ça qui leur plaît, voilà, dans l'idée. Après, le travail de création, de communication fait partie de la démarche, mais ce n'est pas que ça, il y a énormément de choses qui englobent le marketing. Donc le marketing, vraiment au départ, c'est vraiment, voilà, alors j'ai une définition là que je lis bêtement, c'est une définition de l'association américaine de marketing. Donc c'est l'activité et l'ensemble des institutions et de tous les processus qui visent à créer, communiquer, délivrer et échanger des offres qui ont de la valeur. Je reviendrai beaucoup sur ce mot-là, de la valeur pour les clients, les consommateurs, les partenaires et la société au sens large. La démarche marketing, au départ, théoriquement, elle se veut dans un échange de valeur. On doit créer de la valeur pour les gens, pour leur vendre quelque chose. On ne leur vend pas n'importe quoi, théoriquement. On va toujours vendre quelque chose qui correspond pas à un besoin, mais à un désir. Donc, si on reprend tout simplement la pyramide de Maslow, la pyramide des désirs, dites-vous que le marketing, théoriquement, il est pensé... Excuse-moi, il faudrait que vous partagiez l'écran. Non, mais c'était juste 2-3 mots que j'avais, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Bon, c'est pas le plus important. Si vous n'avez pas la pyramide de Maslow, c'est une pyramide avec plein d'étages sur les besoins. 5 et... Oui, 5, c'est vrai. Mais maintenant, il y en a 2-3 qui veulent rajouter 1 ou 2 étages, voilà, mais c'est... on peut toujours rajouter des éléments en plus dans les théories. Donc, théoriquement, en marketing, on va toujours faire la distinction entre ce qui est un besoin, qui est quelque chose d'inné, que l'on se doit, auquel on doit répondre, et les désirs, qui sont plus ou moins les moyens que nous, en tant qu'individus, on va mettre en place pour combler nos besoins. Le marketing, il va influencer sur les désirs. Alors pour l'instant, vous avez vu, je dis influence et pas manipule, parce que théoriquement, il y a quelques différences dessus, même c'est là, derrière, qu'il faut se faire sa propre idée du truc. L'influence, si on la définit, tout simplement, j'ai repris encore une fois une définition de Larousse, qu'est-ce que l'influence? C'est une action, généralement continue, qui exerce quelque chose sur quelque chose ou sur quelqu'un. Alors, ça paraît très large, et donc la manipulation pourrait être une sous-forme d'influence, alors que la manipulation, elle, c'est vraiment défini, selon Larousse encore une fois, comme l'action d'orienter la conduite de quelqu'un, d'un groupe, dans le sens que nous on désire, et sans qu'il ne s'en rende compte. C'est là où il y a une espèce de première différence que l'on fait théoriquement en marketing. Encore une fois, c'est de la théorie, dans la pratique, on en reparlera après.
comme sur tous les métiers, comme sur tous les secteurs, on l'a vu, il y a des choses que l'on veut bien faire et il y a aussi des gens qui font des choses très mal, il faut être honnête. Donc, au départ, on a toujours une distinction et le marketing ne veut pas, au départ, suggérer des choses qui n'existent pas. Il répond à des désirs. Et comme on a pu le dire tout à l'heure, il y a pas mal de ces désirs qui sont inconscients, des choses qui sont inconscientes. Et plus, en fait, on comble nos besoins, plus on est satisfait sur nos besoins primaires, plus les nouveaux besoins qui vont apparaître vont être abstraits, et plus des choses abstraites vont nous attirer. Donc, de par ça, au départ, le marketing relève plus de l'influence que de la manipulation. Pourquoi? Parce que une pub, quand vous la voyez, généralement, vous savez c'est quoi l'objectif derrière. C'est vous vendre un truc en fait, voilà. Donc, alors, si c'est très vulgarisé ce que je dis, parce que théoriquement, la communication marketing, elle va avoir plusieurs objectifs. Ça fait soit de vous faire reconnaître une marque, vous faire identifier à cette marque, vous faire aimer une marque. On a parlé de l'affectif, le marketing joue énormément sur l'affectif. Et la communication joue énormément sur ça. Pourquoi? Parce que ce sont les moyens de com les plus efficaces. Aujourd'hui, les moyens de com qui marchent très bien, ça va être la nostalgie, ça va être l'humour, ça va être l'appartenance sociale, ça va être la famille, ça va être tous ces éléments-là. L'estime de soi aussi, évidemment, tout ça. On a parlé aussi tout à l'heure d'évasion, le fait de s'évader, tout ça, c'est des choses qui marchent énormément en marketing. Et sinon, ça peut être aussi des objectifs tout simplement d'action immédiate. Par exemple, une pub de prévention pour la sécurité routière, l'objectif c'est pas de vous faire réfléchir ou de vous faire aimer, c'est juste de vous faire conduire moins vite, point. La finalité elle est là. Donc le marketing, il a au départ, pour objectif de vous influencer sur un de ces trois domaines-là. Soit de vous faire connaître quelque chose avec le cliché qu'on a de la connaissance, et vous savez, cette publicité pour un dentifrice Colgate avec le premier acteur qu'on a chopé au coin de la rue et qui en a mis une blouse blanche et qui devient docteur et qui nous explique les bienfaits par des points A plus B du produit. Voilà, ça peut être de vous faire aimer, et là on en reparlera après sur les réseaux sociaux parce que là il y a beaucoup de choses à faire, et ce qu'on peut utiliser ça peut être tout simplement des stars, des personnalités publiques, des égéries, et voilà, des personnes auxquelles on s'identifie, ou ça peut être de vous faire agir de manière directe. Ça, c'est la théorie. Dans les faits, malheureusement, oui, le marketing, voilà, je ne peux pas défendre ma paroisse sans vous dire que ce n'est pas le cas. Oui, il y a des pratiques et des techniques qui sont manipulatoires. Quand on vous cache des éléments, quand on modifie des choses, quand on parle, l'exemple que j'ai, c'est une baisse des prix. Vous savez, on a un produit sur les soldes qu'on vit en janvier, on a un produit qu'on vend au 1er décembre, 60 €. Au 25 décembre, il va passer à 80. Pendant les soldes, on le remet à 60 €. Mais on peut quand même dire qu'on a fait une réduction et qu'il est en solde. Sauf qu'en fait, un mois et demi avant, il n'était pas en solde. Donc ça, c'est des démarches qui existent. Alors, c'est théoriquement illégal parce que, voilà, c'est juste pas éthique en fait. On en a parlé un petit peu dans tous les domaines. La notion d'éthique et la notion de morale c'est ce qui va déterminer en fait la différence entre une manipulation, qui pour moi est un mot qui a toujours cette connotation négative parce qu'il y a la finalité et la manière qui fait que la personne n'est pas consciente de ça, et l'influence. Et encore une fois, c'est toujours ce code moral et éthique. Donc oui, les exemples les plus probants de manipulation vont être sur les prix, vont être quand on vous dit que 97% de nos clients sont satisfaits parce que, croyez-moi, voilà, on parlait tout à l'heure de sources dans les médias, ça existe aussi en marketing, théoriquement. Si on affiche des performances sur des produits, on est censé mettre en place des études, on est censé passer par des cabinets, on est censé passer par pas mal de choses qui font qu'on n'est pas censé dire n'importe quoi. Après, dans les faits, oui, évidemment, tout le monde ne le fait pas. Vous connaissez tous ce petit logo rouge élu service client de l'année qui existe sur beaucoup de catégories. Il y a quelques années, il y a eu d'énormes scandales parce qu'on se rendait compte que c'était souvent les mêmes entreprises qui étaient élues service client de l'année, et parfois dans des catégories où il y avait qu'un représentant. Enfin, être le premier sur une catégorie, c'est assez facile. On parlait de vin tout à l'heure. Quand un vin a gagné le 3e prix d'un concours à Lyon, peut-être qu'il y avait que 3 bouteilles en fait. Oui, c'est la médaille de bronze, ça veut juste dire que c'était le pire des 3. Voilà. Ce sont des choses qui existent, et c'est des choses sur lesquelles on doit être informé parce que en recherche, notamment dans ce que moi je fais, on s'est rendu compte que
les labellisations, les logos, les certifications et tous ces éléments-là sont les éléments qui convainquent le plus les gens d'acheter un produit. Après, autre chose dont je parlerai après, qui sont les avis et les recommandations des pairs. Donc, juste, si déjà on a cette notion-là, oui, il y a de la manipulation, ne serait-ce que par les informations qu'on peut avoir sur les produits. Cependant, alors on va encore revenir à cette question d'éducation, il faut être au courant de ces faits-là. C'est des choses qui sont utilisées dans un environnement et un marché qui est concurrentiel, pour moi, dans le cadre du commerce. Évidemment, toute entreprise voudra générer des bénéfices qui sont supérieurs à son concurrent direct. Et c'est aussi une finalité et une obligation pour survivre. Cependant, il y a des moyens de le faire qui sont éthiques et il y a des moyens qui le sont un peu moins. Donc déjà, voilà, si vous voulez aller acheter une bouteille de vin bientôt, renseignez-vous sur le concours où elle a été présentée, parce que la médaille, parfois et très souvent, elle ne veut pas dire grand-chose. Et c'est pour ça qu'on peut se référer à d'autres labels. Par exemple, là, je vous parle des médailles. À côté, on a des labels qui ont des chartes de qualité et qui ont des organismes qui vérifient tout. Par exemple, je pense au café, je pense au label Max Havelaar, qui est un label, voilà, je sais pas si j'ai le droit de le citer, je le cite parce que c'est un label qui travaille plutôt bien et qui met pas mal en avant les choses. Il y a des labels qui ont des procédés qui permettent de gérer certaines choses. Vous n'êtes pas d'accord? Vous avez le droit de pas être d'accord. Je les ai cités eux parce que sur le café, il y a pas mal d'études et de procédés et de publications qui sont faits sur vraiment certaines rémunérations et certaines choses. C'est évidemment loin d'être parfait. C'est évidemment loin d'être un monde parfait, mais ce sont des moyens de progrès et ce sont des choses à prendre en compte. Au-delà de ça, quand on parle de manipulation, moi je voulais vous parler d'un sujet qui m'intéresse personnellement, qui est le sport. Pourquoi? Parce qu'en fait toute ma thèse et tous mes travaux de recherche ont été rédigés sur le sport, et il se trouve que tout à l'heure on parlait de soft power, et le sport est un outil merveilleux de soft power qui a été utilisé depuis sa création en fait, par tout type d'entités, des personnalités individuelles, des institutions publiques, des institutions privées, des gouvernements, et voilà, par énormément d'institutions, dans des logiques de manipulation, d'influence d'opinion, de mise en avant, notamment de progrès technologiques. Voilà, par exemple, les premiers Jeux Olympiques qui ont utilisé les médias de masse pour diffuser des informations, c'est les JO de Berlin, juste avant la Deuxième Guerre mondiale avec la radio. Les premiers JO qui nous mettent en avant vraiment le marketing et la communication, et qui créent le système de droit TV tel qu'on le connaît aujourd'hui avec des appels, c'est les JO de Los Angeles en 84. Ouais, pardon, désolé, en plus je bouge avec mes mains. Non, c'est pas le problème. Tenez votre micro près parce que je voudrais sûr que tout le monde entend. Que tout le monde entend. Ça marche. Donc pourquoi le sport? Parce que tout simplement dans le sport, il y a une espèce d'imaginaire collectif qui est très fort. On nous a tous rabâché les valeurs de tel ou tel sport, ce qui est assez merveilleux en soi, parce que le sport c'est juste un concept associé des valeurs et inhérente à un concept. C'est déjà une première forme de manipulation en soi, parce que le sport on peut en faire ce qu'on veut en fait. Et le sport, dans une logique marketing et dans une logique de commercialité, il est énormément utilisé par les marques. Pourquoi? Parce que le sport c'est associé dans l'imaginaire commun à la santé, au dynamisme, à l'excitation aussi, voilà, au fait de se relâcher, à l'évasion, à des événements positifs, voilà, à des moments de cohésion, tous ces éléments-là. Et donc, une marque qui s'associe à un événement sportif, on va elle va, par un espèce d'effet de halo, elle va récupérer un peu de tous ces éléments-là, et les gens vont associer la marque à ces éléments positifs. Et là, on est dans une logique, c'est tout simplement ce qu'on fait quand on fait du sponsoring. On essaye de récupérer des éléments positifs d'une entité, ici le sport, pour se les réapproprier. Et à côté, le sport est aussi utilisé par énormément de choses. Par exemple, vous n'avez pas été épargné par toutes les campagnes gouvernementales sur le sport santé, la pratique du sport santé. Faut savoir qu'au départ, le sport, il est associé à la santé par l'État.
dans l'entre-deux-guerres, enfin pas dans l'entre-deux-guerres, mais avant, parce que c'est après 1870 et après 1914, on associe des pratiques physiques à la santé pour une unicité nationale, et derrière on le ressort comme ça. La pratique du sport santé, au départ, et la pratique d'ailleurs, si on regarde juste la pratique excessive du sport n'a pas forcément de goût pour la santé, mais la pratique du sport santé et de l'activité physique en soi, c'est une forme de manipulation, mais est-ce pour autant totalement négatif d'encourager les gens à faire de l'activité physique via le sport? Je ne pense pas, à titre personnel, peut-être que je me trompe, mais c'est quelque chose que l'on fait. Voilà, cet exemple-là, il est ici aussi pour nuancer. Et pour le sport, un autre exemple, on a eu récemment une Coupe du Monde qui a fait pas mal parler d'elle, et qui d'ailleurs fait parler d'elle depuis pas mal d'années, parce que depuis 2010 et l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar, le nombre de demandes de la part de parties prenantes sur les conditions de travail, sur les conditions écologiques, enfin sur la situation écologique dans le pays, tous ces aspects-là, c'est des choses qui étaient déjà connues en fait. Faut savoir par exemple, si on parle d'entreprise, parce qu'on a souvent reproché aux entreprises de n'avoir rien fait, notamment aux sponsors de la FIFA de n'avoir rien fait pendant la Coupe du Monde au Qatar. En 2014, si je ne dis pas de bêtises, Sony s'est totalement retiré de son partenariat avec la FIFA à cause de l'attribution pour la Russie et pour le Qatar, parce qu'en fait, ce qu'ils avaient demandé, c'était un moratoire et une enquête sur les conditions d'attribution de la Coupe du Monde. On leur a refusé ça, et Sony, qui est une des plus grosses entreprises du monde, est tout simplement parti. Donc il y a ces éléments-là. Et à côté, la Coupe du Monde au Qatar, elle a été aussi, paradoxalement, malgré tout ce qui s'est passé, c'est parce qu'il y a eu cette Coupe du Monde que des organisations internationales, des ONG, ont pu mettre en avant des conditions qui n'auraient jamais été mises en avant sans cette Coupe du Monde en fait. Quand l'Organisation internationale du travail ou l'Amnesty International peuvent entrer sur le sol qatari pour faire des enquêtes sur ce qui se passe vraiment au niveau des travailleurs migrants, c'est paradoxalement parce qu'il y a cette Coupe du Monde. Parce que sinon, c'est un pays qui était totalement enfermé. Et d'ailleurs, si vous allez regarder les derniers travaux de l'Organisation internationale du travail, ils montrent que la seule période où il y a eu des avancées sociales pour les travailleurs au Qatar, c'est pendant la période de l'organisation de la Coupe du Monde. Alors, encore une fois, c'est très cynique presque de dire ça, de voir qu'il y a besoin de ce genre d'événements qui nécessitent justement une main-d'œuvre sur lesquels il y a un non-respect des droits. Mais, encore une fois, tout est à nuancer. En marketing, on est plutôt sur une logique d'influence. Mais oui, comme tout, je prends le sport parce que c'est un outil qui est extrêmement utilisé, on peut manipuler de manière assez facile. Voilà, c'est des choses qui sont réelles. En plus, aujourd'hui encore plus, voilà, la manipulation elle existe. Ce qu'il faut, c'est être au fait de tout ça, c'est être au fait des actions qui sont mises en place. L'avantage qu'on a aussi aujourd'hui, c'est qu'avec la multiplicité des canaux d'information, ça devient beaucoup plus compliqué pour des entreprises de cacher une bourde. Ça devient beaucoup plus compliqué pour par exemple Twitter, voilà, de ne pas dire quand Elon Musk fait une énorme bêtise sur voilà, quand il insulte publiquement un employé handicapé en disant qu'il ment sur son handicap et qu'en fait la personne lui envoie des photos de lui dans son fauteuil, voilà, pour tout simplement vérifier. Donc oui, ça existe. C'est présent, il y a énormément de choses, et le travail aujourd'hui le plus dur c'est quoi? C'est d'être en fait au fait de ces éléments de manipulation, d'être au fait de toutes ces potentialités qui existent, d'être au fait de toutes ces informations, mais il y a de plus en plus pour moi de possibilités, en tout cas en marketing, et c'est pour ça qu'on travaille de plus en plus sur la responsabilité sociétale des entreprises, qu'on travaille vraiment beaucoup plus sur ce que les entreprises apportent à la société, parce que de base, les entreprises ont beaucoup plus de mal à cacher en fait leurs bêtises. Voilà, ça devient beaucoup plus complexe pour elles. On a beaucoup plus d'infos qui nous permettent de savoir si oui ou non quelqu'un fait n'importe quoi. Et
Et cette multiplicité de l'information, elle vient ce qu'on appelle l'omnicanalité en marketing. C'est tout simplement tous les canaux de distribution qu'on peut utiliser. Alors il y en a un qui alors j'allais dire qui devient, mais qui est énorme et qui le restera pendant très longtemps, c'est les réseaux sociaux. Donc l'omnicanalité, voilà, c'est juste pour vous dire, c'est l'ensemble des canaux de contact qu'on va avoir en marketing. Donc ça peut être des brochures, voilà, de la pub dans des brochures, des mails, des pop-up par téléphone, de la pub en magasin, des sites web, des réseaux sociaux, des notifications push sur vos téléphones, parce que maintenant on est très notifications push pour vous notifier de l'information. Tous ces points de contact là font que on peut avoir plus facilement accès à des informations et en tant qu'entreprise, on a aussi beaucoup plus de mal à contrôler l'information qui sort de chez nous, ce qui est en soi une bonne chose, sauf si on veut cacher des bourdes. Mais voilà, la multiplicité de l'information fait que l'on peut aujourd'hui avoir accès à beaucoup plus d'informations. Cependant, comme tout, ce n'est pas tout blanc ou tout noir, c'est très gris. La multiplicité de l'information fait, on l'a vu tout à l'heure, on en a déjà parlé, qu'on peut se perdre, on peut se confondre, on peut ne plus savoir le vrai ou le faux. Donc encore une fois, on est juste dans une logique où il faut s'éduquer. Alors travaillant dans l'enseignement, je suis malheureusement assez d'accord avec ce qui a été dit et ce qui est dit de plus en plus, c'est que vraiment la notion de regroupement des sources, si vous avez un moyen pour que mes élèves le comprennent, vraiment n'hésitez pas à me le donner parce que c'est très dur de questionner une source, de questionner une information pour eux. Donc il y a tout cet aspect-là. Et sur les réseaux sociaux, je vais faire un focus dessus parce que pour moi c'est un axe sur lequel on doit être le plus vigilant possible, parce que les réseaux sociaux ils sont construits en marketing et en communication sur ce qu'on appelle le principe des interactions parasociales. Donc, si vous ne savez pas ce que sont les interactions parasociales, c'est quand on voit une personnalité publique et qu'on crée des liens à sens unique avec cette personne. On la pense comme étant notre ami, on s'identifie à elle, ça devient notre copain, ça devient une espèce de confident. Ce sont des interactions qui existaient déjà en fait à l'époque de la télé, qui existaient déjà à l'époque de la radio avant. Sauf que les interactions parasociales, en psycho, elles sont de plus en plus fortes à partir du moment où il y a des interactions fréquentes entre la personne, ici l'influenceur, et les consommateurs. Sauf qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux nous permettent d'être en contact constant avec notre influenceur et d'avoir accès à ces informations constamment, quand avant, notre célébrité, on la voyait juste 10 minutes d'interview aux 20h. Voilà. Donc, de par ces interactions parasociales, les gens, les consommateurs, quand on regarde quelque chose, on va s'identifier très fortement, énormément à la personne qui va nous proposer, par exemple l'influenceur qui va nous proposer un produit. Et parce qu'on s'identifie très fortement à elle, cette personne, on va la considérer comme si elle faisait partie tout simplement de notre cercle d'amis proches. Et nous, on va donc accorder énormément de valeur à son discours. Alors que ça peut être tout simplement, ça peut être aussi une personne qui vend des choses bienveillantes, il n'y a pas de souci, encore une fois ça dépend d'elle. Mais bon, la récente histoire des réseaux sociaux et des problèmes de dropshipping nous a montré que il y a parfois aussi des influenceurs qui nous vendent des trucs qu'ils achètent 5 € sur AliExpress et nous les revendent 70. Donc ça, c'est un peu plus complexe. Mais voilà, pourquoi il faut faire très attention et être très vigilant sur les influences et sur les réseaux sociaux, et notamment des réseaux sociaux tels que Instagram, parce qu'il y a le principe des réels et des lives maintenant qui permet une interaction constante. TikTok évidemment, parce qu'en plus il y a énormément de contenu qui défile et comme on l'a dit, la répétition c'est l'apprentissage, c'est comme ça qu'on apprend tout en fait de base. Donc, vous parlez des influenceurs, mais j'ai lu que maintenant il y a des dé-influenceurs, quel est le terme, donc qui combattent une marque pour proposer la leur, finalement. La logique, encore une fois, est... On est pour l'instant sur ce que je vais appeler un épiphénomène, c'est encore très léger. Oui. On est peut-être sur ce qui est une tendance à venir, peut-être, je ne sais pas. Et encore une fois, là on est de ce qu'on dit, on est dans une logique où on remplace une marque par une autre. Oui. La finalité reste plus ou moins la même. Sauf que là le discours devient encore plus légitime parce que si on suit la logique, vous savez, une logique très binaire dans la manipulation, c'est les gentils, c'est les méchants, je suis le gentil, on est encore dans une logique qui est encore plus efficace. Donc la finalité reste
plus ou moins la même, surtout si c'est pour vendre un produit derrière. Hein. Dire que c'est pas un produit qui est fait par une grande marque, mais qu'il faut acheter le mien sur mon réseau social parce que c'est le mien, bah voilà, on risque d'être très très critique. Je trouve que c'est un petit peu la même chose. Il y a encore une fois, il y a énormément de choses à prendre en compte. Hein. Il y a énormément de bonnes intentions qui existent. Il y a des gens qui essaient de sensibiliser aussi à ça, et il y a aussi des lois qui sont mises en place. Par exemple, le dropshipping, c'est une pratique qui est interdite en France depuis quelques années, parce que des associations de consommateurs se sont plaints, en fait, tout simplement. On s'est rendu compte que quand vous receviez votre produit, vous mettiez le code barre et vous tombiez directement sur le site AliExpress où vraiment vous aviez payé tout simplement 20 fois plus cher le produit. Ça marchait beaucoup sur de la bijouterie, sur de la parfumerie, sur des produits de soins, notamment parce que les jeunes femmes sont très exposées, beaucoup plus que les hommes, aux problèmes des influenceurs et des produits de beauté, notamment parce que les influenceurs beauté sont parmi les influenceurs les plus puissants qui existent sur tous les réseaux sociaux. Voilà, que ce soit YouTube, que ce soit Instagram, que ce soit TikTok. Twitch est un peu à part parce que c'est d'abord une communauté qui se veut axée jeux vidéo, même si à partir du moment où vous pouvez diffuser votre vie personnelle pendant 12 heures et que les gens peuvent s'attacher à vous, si vous leur proposez un produit, forcément, ils seront un peu plus sensibles que d'autres à l'acheter. Donc sur tout ce qui est des influenceurs, ça dépend de la finalité, encore une fois. Voilà, ça dépend de la finalité, ça dépend de qu'est-ce qu'on veut en faire. Par rapport aux règles générales que Marc a énoncées tout à l'heure, est-ce que vous entrez dans cette mécanique quand vous faites du marketing, les 10 règles que tu as montrées, j'utilisais un peu cette base-là pour... On utilise totalement des techniques d'influence. Voilà. Oui, bien sûr, ça serait mentir que dire que non, qu'on est gentil et que notre produit vous fera de vous une personne heureuse. Hein, ce serait... je suis pas encore assez... je sais pas, peut-être que j'ai pas encore assez d'ancienneté dans le domaine pour pouvoir vraiment dire comme faire. Mais oui, il y a des techniques d'influence qui sont utilisées, mais au final qui sont utilisées partout. J'aurais tendance à dire, c'est pas propre au marketing, c'est pas propre aux médias, c'est pas propre au milieu du sport, ça existe aussi dans la santé, ça existe en politique, ça existe dans tout ce qui est industrie culturelle. Il n'y a qu'à voir les débats par exemple sur la chronologie des médias et la position du cinéma français face à Netflix. On est dans une logique vraiment de manipulation de qui est le gentil, qui est le méchant. Ça existe un peu partout. Bien sûr. Donc il faut le savoir, et quand on reçoit les informations, c'est à chacun de faire le tri. Hein. C'est ça, malheureusement. Voilà, on en parlait tout à l'heure. Hein, c'est beaucoup plus facile de ne pas accepter l'effort. C'est beaucoup plus dur de se dire qu'on doit bosser un peu plus. Mais malheureusement, dans une ère où, quand avant on recevait une information, aujourd'hui on en reçoit 50, le tri, si on demande à une personne tierce de le faire pour nous, là on est très clairement sujet à beaucoup plus de manipulation possible qu'avant. Par contre, si on fait bien notre travail en tant que personne curieuse, et juste on prend le réflexe de juste, pas forcément tout vérifier, parce que non plus faut pas vérifier à la paranoïa, mais juste avoir conscience de ce qui se passe et des mécanismes qui entrent en jeu quand on est sur Internet, ça permet de voir les choses plus sainement. Bon, écoutez, on va arrêter parce que l'heure avance, et j'aimerais bien que Madame Riche puisse présenter aussi l'aspect très scabreux des sectes, des gens qui vous manipulent pour entrer dans une secte. On a vu à peu près les méthodes que vous utilisez. On s'en doutait un peu, quand même. Vu que maintenant on est exposé en moyenne entre 1200 et 2000 pubs par jour, selon ça c'est terrifiant. Certaines études, voilà. Encore une fois, on est dans une logique de répétition du message. Hein, c'est vraiment le principe de base. J'ai pu entraîner des gamins au foot, pour apprendre à faire une passe, faut la faire 500 fois. Et derrière, on se l'approprie la chose. Dans tout, en fait, c'est un peu la même logique. C'est vrai. Bien, écoutez, merci beaucoup. Merci. On vous applaudit quand même. Et si vous n'avez pas de questions, on passe la parole à Madame Riche. Oui, juste pour une question. Oui, bien sûr. Alors prenez le micro. Pardon. Oui. Par rapport au label, je voudrais rebondir concernant les liens, les vannes. Oui. Entre autres, il peut y avoir des labels qui orientent vers des mouvements sectaires. Ça, je ne le savais pas. Donc vous avez des salons de bain, etc.
c'est en lien avec une structure et une organisation qui se nomme l'anthroposophie de Rudolf Steiner. Et je parle en connaissance de cause, mais sous couvert de la MIVILUD, la mission interministérielle de lutte et de prévention contre les dérives sectaires. Voilà, donc il y a ce type de label aussi, si je peux me permettre de compléter. En plus de ça, donc ça devient beaucoup plus grave que les miens, parce que moi, il me faut juste acheter une bouteille qui est pas bonne en fait. Voilà, la c'est médaille, plus important. voilà, La médaille est automatique, alors. Voilà, merci. Merci à tous.